Merci à nos jeunes collègues. Alors je les remercie. Au début, j'ai un petit peu hésité, ils l'ont su, à prendre le sujet en me disant, bon, quand même, quelle constitution budgétaire et financière demain? Au début, c'était même imaginé. Et puis je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je relève le défi avec des réserves liminaires néanmoins sur le fait que je ne suis pas constitutionnaliste, je ne connais pas dans le menu détail la jurisprudence du Conseil constitutionnel, donc sous ces deux réserves-ci, je me suis laissée embarquer par le sujet, considérant que la question telle qu'elle était posée impliquait finalement déjà un élément de réponse sous-jacent, c'est que la question était pertinente. Qu'il y a bien matière donc à réfléchir à une nouvelle constitution budgétaire et financière. Et puis, j'ai réalisé assez rapidement qu'il y avait matière à l'aborder sous un angle peut-être moins habituel, puisque très souvent, ce concept de constitution budgétaire et financière renvoie à la LOLF, et ça n'est pas l'objet que j'ai décidé de retenir, ce sont bien les dispositions constitutionnelles qui ont suscité ici le centre de mon intérêt, même si, bien entendu, sur plusieurs aspects, des éléments complémentaires liés aux lois organiques sont inévitablement abordables et à aborder. Alors, il me semble, en propos liminaire, qu'il y a trois raisons principales conduisant à envisager une réforme assez importante de la Constitution actuelle. La première raison, la plus évidente, les deux premières ont été abordées ce matin, mais je les synthétise ici. La première raison me paraît la plus évidente, c'est notre contexte politique et juridique national qui a incontestablement, ça a été rappelé par plusieurs interventions ce matin, était source de déstabilisation démocratique. Il me semble que nous sommes dans un contexte de déstabilisation démocratique. Le propos est suffisamment partagé pour que j'en sois bien convaincue. Et déstabilisation démocratique avec une forte inquiétude pour l'avenir de déstabilisation supplémentaire, qui justifie évidemment cette réflexion sur les remparts constitutionnels face à d'éventuelles pratiques gouvernementales qui, déjà à l'heure actuelle, sont contestables, mais qui pourraient l'être bien encore. Bon, le constat, c'est celui de l'absence de remparts à l'heure actuelle. Il a été développé lors des deux communications précédentes par les recours au 47.1 et au 49.3, vu à l'instant, et puis l'absence d'échappatoire, qui a moins été abordée, l'absence d'échappatoire provoquée par les interprétations données déjà par le Conseil constitutionnel des articles 11 sur le RIP, et puis probablement, sans dévoiler des positions qui seraient très risquées, sur l'article 40, sur le pouvoir d'initiative parlementaire, qui ont bien démontré une impasse pour parvenir à enrayer l'initiative d'un pouvoir exécutif déterminé, il faut le dire, à s'affranchir du dialogue social et du débat démocratique sur la réforme des retraites. Alors, c'est d'autant plus contestable, et ça chagrine d'autant plus les juristes, que ceci se fait sur fondement d'un raisonnement juridique, avec ce sceau constitutionnel de ces références constantes aux dispositions de la Constitution, corroborées continuellement par le Conseil constitutionnel, ça a été évoqué, je disais en aparté qu'il pioche aussi ce qu'il veut dans les travaux préparatoires, en fonction de l'intérêt qu'il souhaite donner aussi à ces décisions. Et de mon point de vue, on est là en limite d'un exercice qui serait respectueux aussi de l'état de droit, qui, de mon point de vue, justifie un maniement circonstancié de la norme pour ne pas passer d'une argumentation juridique qui serait force de consolidation, de pratique gouvernementale, à l'argutie juridique. Aveu plutôt de faiblesse politique et puis source de déstabilisation institutionnelle. Et de mon point de vue, peut-être moins les dispositions constitutionnelles que la jurisprudence du Conseil constitutionnel relèvent bien de ce processus d'argutie juridique qui ne laisse à l'heure actuelle d'autre solution que de réformer la norme. On ne peut passer, on ne comptera pas sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel à droit constant pour faire évoluer des pratiques et ériger des remparts. Il faut réformer la Constitution. Bon, je ne suis pas sûre que les propositions que je vais partager avec vous ce matin soient reprises à l'heure actuelle par le pouvoir politique en place. Donc c'est un exercice d'utopie,
hein, auquel vous m'aviez invité, donc évidemment, je me doute bien que ces propositions ne seront pas forcément source de reprise, en quelque sorte, hein, par le pouvoir constituant. J'ai conscience aussi que, évidemment, cette réflexion, elle s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large, qui relève d'une réforme de plus grande envergure de l'ensemble de la Constitution, dans la perspective de rééquilibrage des pouvoirs. Ça n'est pas l'objectif que je m'assigne ici, je ne peux pas y prétendre, donc, mais ça pose la question de savoir si les propositions d'une réforme de la Constitution budgétaire se font à organisation du système politique actuel constant ou non. Je reste modestement sur une organisation du dispositif constitutionnel constant, c'est-à-dire dans notre régime politique, hein, que je n'ose qualifier, j'entends voilà, les constitutionnalistes du régime parlementaire au présidentiel, bon, etc. Je ne rentrerai pas dans ces logiques-là. Évidemment, ça donne envie de se plonger beaucoup plus largement dans une refonte complète de la Constitution. Bon. Je ne le ferai pas. Hein. Je poserai des éléments de rééquilibrage ici, plutôt qu'une perspective qui serait évidemment très intéressante et très stimulante, mais d'une toute autre ampleur. Le second motif, et ce second motif, il a aussi été abordé à l'occasion donc des communications de Stéphanie et de Christophe précédemment, c'est celui du désordre normatif ambiant en matière particulièrement exacerbée à l'heure actuelle, en matière budgétaire et financière. Il a été amplement décrit, l'absence d'adoption de la loi de programmation, et j'y reviendrai, des finances publiques pour 2023-2027 en est un point extrêmement fort, une démonstration très forte. Je suis un peu moins sensible effectivement à l'absence d'adoption de la loi de règlement dans cette logique-là, même si ça y contribue, et tu l'as démontré sous cet angle de désordre financier. Ce désordre financier, il est à l'origine finalement d'un défaut de programmation budgétaire dont nous pouvons tous considérer qu'il est à l'heure actuelle indispensable. Programmation à long terme. Je ne suis pas adepte du contenu de la réforme, je le dis tout de go, qui a été adoptée donc le 28 décembre 2021 sur la loi organique de modernisation de la gestion des finances publiques. Pourquoi ne suis-je pas adepte? Parce qu'il ne reprend que le volet discipline budgétaire, il ne s'inscrit que dans cette démarche-là, alors qu'il y a bien d'autres ambitions possibles à l'heure actuelle. J'y reviendrai. Et tout ça pour ça, hein, c'est-à-dire nous passer en revue voilà, la nécessité impérieuse de cette réforme organique pour finalement admettre quelque temps après que ne pas avoir adopté cette loi, c'est pas très grave, la reporter au mois de juillet prochain, c'est pas très grave non plus, on a mieux à faire, voilà. Donc, il me semble qu'il y a bien ici une source de désordre embarrassante. Hein. Je ne suis pas forcément favorable à un ordre établi immuable, mais là, il y a un désordre qui est bien embarrassant, qui est d'autant plus embarrassant que nous sommes dans un contexte de mise sous contrainte, il n'échappe à personne, des finances publiques nationales, mise sous contrainte de par leur situation. Tu as rappelé, Mathieu, voilà, la problématique de l'endettement public, hein, qui est dans tous les débats, dans tous les médias, comme voilà, une situation impossible. Je note des petits bémols, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, des petites voix un peu dissidentes sur ces questions-ci. Je n'y suis pas insensible non plus, j'y reviendrai. Mais de fait, la discipline budgétaire nécessite une réflexion sur la soutenabilité budgétaire. Et cette réflexion, elle doit être menée au plan national. Et dans ce contexte politique actuel, d'éventuelles dérives aussi de positions politiques qui seraient davantage souverainistes qu'européanistes, je pense qu'il faut manier la relation au droit européen avec beaucoup de précautions à l'heure actuelle et bien préserver un pouvoir de décision national sur toutes ces questions. Ça me semble indispensable. Or, le discours politique qui consiste à ouvrir le parapluie à longueur de temps en disant on ne peut pas le faire parce que l'Union européenne nous l'empêchera, on ne peut pas le faire parce que les marchés financiers n'y sont pas favorables, etc., je pense que c'est un discours qui est mortifère et il y a bien matière au nom de l'éthique financière à développer la discipline budgétaire, mais pas forcément n'importe comment et avec n'importe quels éléments de discours. Bon, donc la situation financière, mais aussi
le contexte européen, puisque nous avons un contexte européen de réforme en cours du pacte de stabilité, donc, voilà, donc, qui va conduire à une réforme et de croissance, pardon, qui va conduire donc à court terme à modifier les règles qui s'imposent. Et on voit bien la musique qui est posée par la Commission dans ses propositions récentes, qui est de renforcer d'un cran la mise sous surveillance des finances nationales. Souvenez-vous, on est parti d'un contrôle des déficits. On arrive maintenant à un contrôle des politiques de dépenses publiques qui nécessitent que chaque État avance les réformes qui vont y conduire. Et pas n'importe quelle réforme, des réformes qui génèrent des économies. Donc il y a un présupposé, je vais le dire, hein, dans beaucoup d'autres champs disciplinaires, c'est employé très librement. Je vais m'affranchir, hein, voilà, de nos paroles un petit peu feutrées de juristes. C'est un modèle néolibéral qui est porté ici à l'échelle européenne. Il faut en avoir conscience, il faut juste le savoir et voir jusqu'où il va se porter. Et là, on va nous demander désormais, ça a été évoqué, des réformes structurelles à gogo, hein, pour justifier finalement les trajectoires financières. On ne se contentera pas, c'est déjà plus le cas, et dans le discours politique actuel sur la réforme des retraites, on a beaucoup dit que c'était sous-tendu par une nécessité de répondre aux engagements de réformes structurelles à l'échelle européenne. Donc, il est grand temps, et je ne compte absolument pas à ce qu'on s'affranchisse du cadre européen, mais de se ressaisir aussi de ce cadre national. Donc ici, on a un socle constitutionnel qui manifestement ne répond pas à ces différents enjeux. Alors, le dernier élément, et il faut retrouver une boussole, en quelque sorte, hein, et les lois de programmation me semblent devoir être mises en exergue pour retrouver cette boussole. La troisième raison, et qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent dans la matinée, mais j'y suis évidemment très sensible de longue date, hein, et je vais la rappeler ici, c'est que la déstabilisation institutionnelle plus le désordre financier dans ce contexte que je qualifie, moi, peut-être un peu abusivement de déni climatique en matière financière, non pas qu'il n'y ait pas des avancées du droit financier, mais elles sont quand même encore extrêmement timides, et sur l'orientation des politiques financières de la même façon, me semble assez assourdissant et justifié qu'il trouve sa place aussi au cœur d'un dispositif constitutionnel. Donc, il y a bien ici deux urgences auxquelles il faut répondre, qui consistent à la fois garantir la soutenabilité financière en la conciliant avec la soutenabilité environnementale, de sorte que mes propositions sont orientées dans deux directions. D'abord, une constitution répondant à l'urgence démocratique, ensuite, une constitution répondant aux impératifs financiers, dont la part écologique est une part très importante, mais pas exclusive. Donc, l'urgence démocratique d'abord et les impératifs financiers ensuite, parce que le droit public financier est déjà un droit qui dirige le fond des politiques budgétaires. Allons-y, orientons davantage par un meilleur outillage juridique ces politiques budgétaires. Alors sur le premier point, il y a deux axes qui me semblent importants de développer. Restaurer la démocratie parlementaire en matière financière, c'est l'objet du propos des intervenants précédents. Donc restaurer cette démocratie parlementaire en matière budgétaire, parce qu'il ne faut pas sacrifier évidemment la démocratie représentative, c'est indispensable, et instaurer aussi une véritable démocratie directe, renforcée en matière financière, pour promouvoir les grands débats financiers et pour promouvoir aussi la confiance populaire, légèrement écornée dans le contexte actuel. Donc, deux axes de propositions. Alors, sur chacun de ces axes, plusieurs pistes, plusieurs propositions. Il me reste 6 minutes. Bon, évidemment, l'exercice est infaisable dans le délai imparti, donc je vais prendre un petit peu mon temps, mais je vais faire un résumé de mes propositions et puis vous renvoyer à un propos écrit ultérieur. Donc la première piste, c'est un ensemble qui va consister finalement, alors peut-être que le propos peut heurter des constitutionnalistes, à introduire des éléments de gouvernementalisme rationalisé. On inverse la logique, voilà, et finalement, on pose des freins davantage. Donc, première piste, revoir le pouvoir d'initiative et les supports normatifs des réformes financières. Bon,
Évidemment, il n'est pas question ici de remettre en cause les prérogatives budgétaires du gouvernement. Il faut que le gouvernement ait une maîtrise des équilibres budgétaires, ça c'est incontestable. Mais on peut faire ici deux propositions que je mets en débat. La première qui consisterait à exclure le recours aux lois de finances et lois de financement pour l'adoption des réformes sociales, économiques ou environnementales, donc en référence à l'article 11, fussent-elles structurelles, parce que je vais l'introduire, ce concept des réformes structurelles, puisqu'il est consacré à l'échelle européenne. Donc, on les sort et on dit clairement que ça n'est pas possible. Ça évite tout, évidemment, ce qui a été développé ce matin, ces espèces de méthodes au forceps ou au chausse-pied, où on veut faire rentrer du 43 dans du 35. Enfin bon, bref, on voit bien ici qu'on a été en présence d'une pratique plus que contestable. Et donc l'objectif ici serait double, c'est d'éviter d'encombrer les lois de finances et les lois de financement de l'année avec des réformes comportant un ensemble cohérent de plusieurs dispositions dont l'effet peut être financier, mais dont l'objet principal ne l'est pas. Et ça pourrait valoir évidemment pour les lois de finances initiales, notamment quand on a des réformes structurelles un peu de la fiscalité locale, parce qu'elles sont adoptées n'importe comment. Voilà. Donc, ça aurait un effet qui est bien au-delà de la problématique des finances locales à l'heure actuelle. Et puis, ça éviterait évidemment le recours à des lois financières motivées par les régimes dérogatoires et toute la contestation qui en découle. Bon. Donc, ici, cette proposition pour remettre de l'ordre, en quelque sorte, dans les véhicules législatifs et dans le partage entre les véhicules financiers et les lois ordinaires, d'autant que, bon, voilà, je ne vais pas développer ces aspects-là qui ont été fortement vus, mais la proposition un peu concrète, je me suis évertuée à chaque fois d'écrire un peu des propositions, je ne vais pas toutes vous les livrer, mais il pourrait s'agir ici d'une modification de l'article 34 qui dirait les réformes avancées comme structurelles par le gouvernement, intervenant en matière de politique sociale, économique ou environnementale et associant par nature des dispositions à objet et effet financier immédiat à des dispositions législatives de nature non financière ou de portée différée ne peuvent être intégrées dans des projets de loi financière, entendu au sens large. Bon, voilà. Et on passe à autre chose, et au moins on aurait clarifié. Deuxième proposition, permettre aux parlementaires de faire de véritables propositions de réforme financière. Contrecarrer l'article 40. On n'a pas de doute sur ce que dira le Conseil constitutionnel si il est sujet, enfin si on lui soumet un nouveau texte en lien avec la réforme des retraites. Donc, contrecarrons, en ayant à l'esprit qu'effectivement l'obstruction par les amendements doit aussi être régulée, parce que c'est un argument fort à l'heure actuelle d'incompréhension du fonctionnement parlementaire. Et donc, on pourrait au moins, de ce point de vue-ci, donc faire une proposition là aussi. Les propositions et amendements, donc ça serait une nouvelle formulation de l'article 40. Je vous l'ai dit, je suis en plein rêve éveillé, je vais poursuivre d'un bout à l'autre. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement peuvent conduire à la diminution des ressources publiques et à l'aggravation des charges publiques, à la condition qu'elles soient assorties concomitamment de mesures de compensation financière en recettes ou en dépenses, veillant à ne pas provoquer d'atteinte à l'équilibre des finances publiques prévu par la loi de programmation des finances publiques en vigueur. On fixe un cadre, on est dans le cadre, eh bien, proposons des réformes, supprimant des impôts. Ils ne sont pas tous, voilà, des impôts imbéciles demeurent encore. La dernière fois que je suis intervenue ici, c'était pour critiquer la réforme sur la taxe d'habitation. Donc, voilà, on voit bien, il y a matière à réformer. Pourquoi les parlementaires n'auraient-ils pas le droit de proposer des réformes fiscales d'envergure et des systèmes de financement? Bon, donc ça, c'est une première piste. La deuxième piste, et je vais passer plus rapidement dessus parce qu'on l'a beaucoup abordé ce matin, c'est la restriction de l'usage des procédures législatives accélérées, c'est-à-dire limiter, une première proposition, limiter les calendriers législatifs contraints à certains textes. Je vous suis complètement, tout ce qui ne relève pas de l'urgence n'a pas à justifier du recours de droit à ces procédures-là. Donc on pourrait tout à fait reformuler ici l'article 47 aussi,
aussi avec éventuellement même l'ajout d'un nouvel alinéa, l'article 47, hein, enfin bon, bref, je passe sur ce point, j'y reviendrai si cela vous dit, hein, mais bon. Et puis limiter le recours au 49.3, alors je n'ai pas osé proposer sa suppression, considérant que voilà, je ne maîtrisais pas suffisamment hors finance, mais assurément un recours, je proposerai aussi, en lien avec l'article 49.3, l'introduction d'une disposition, un recours cumulatif de cette procédure avec l'usage effectif d'autres procédures d'accélération des débats parlementaires prévues par la Constitution ou les règlements des assemblées ne devra pas conduire à un usage anormal des prérogatives gouvernementales tendant à l'altération de l'exercice du pouvoir législatif parlementaire. Bon, donc, le dire clairement, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas capable de dire qu'un usage anormal est un usage inconstitutionnel, eh bien, il faudrait évidemment couper. Donc ça, c'est pour le volet, je dirais, démocratie représentative. Sur la démocratie, sur la restauration de la confiance en matière financière, deux pistes ici. La première est beaucoup dans le débat public, donc je l'aborde plus rapidement. Promouvoir la délibération populaire, alors là, on y va avec des pincettes sur les termes qu'on emploie. Je suis derrière Jacques Comaille, c'est lui qui emploie le terme de délibération populaire, donc voilà, je m'autorise. Sur les enjeux des finances publiques, en proposant évidemment de faciliter le RIP, puisqu'il y a argutie juridique sur fiscal, pas fiscal, bon, etc., mettons fiscal, hein, dans le dispositif de l'article 11, et puis rajoutons que toute mesure intégrée à un projet de réforme présenté comme structurel par le gouvernement, quelle qu'en soit la portée, minime ou pas minime, donc pas significative, argutie du Conseil constitutionnel, rien dans les textes hein, sur ce point, mais enfin, ce qui n'est pas réforme significative ne peut pas faire l'objet. Voilà. Bon. Donc, là, en l'occurrence, dire que ça peut faire l'objet d'un RIP. Et d'introduire ici aussi une proposition d'extension des compétences du Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire de constitutionnaliser, ça a l'air d'être plutôt consensuel à l'heure actuelle, les conventions citoyennes et de permettre davantage de conventions citoyennes. Voilà, donc des propositions en ce sens. Le dernier point sur la démocratie directe relève plutôt de la transparence financière, parce qu'il me semble ici aussi qu'il n'y a rien dans la Constitution sur la transparence financière. Alors j'ai entendu ces derniers jours qu'elle était en débat. Trop de transparence financière tue la démocratie. Bon, ce n'est pas un débat nouveau, hein. Enfin, heureusement, nous avons progressé juridiquement. Donc, je pense qu'ici, sans revenir sur les éléments de détail, énoncer un principe constitutionnel relatif à la transparence des financements et l'éthique financière de la gestion publique me semble une piste quand même extrêmement importante à étudier, notamment en lien avec les travaux menés au Sénat sur la place des cabinets de conseil. Proposition de loi votée à l'unanimité au Sénat l'année dernière, jamais revenue à l'ordre du jour depuis, donc voilà. Et puis, sur un point aussi auquel je suis assez sensible, en ayant fait les lectures de travaux, notamment d'Anne-Laure Delatte, que je ne peux tous, enfin je vous le conseille, hein, pour analyse critique, hein, qui est économiste et qui vient de publier donc l'État droit dans le mur, et qui nous montre bien que la place, et elle n'est pas la seule, il y a une équipe d'économistes à Lille aussi qui travaille sur ces questions, de la place des entreprises dans les financements publics à l'heure actuelle. Il me semble que là, on gagnerait fort aussi à ériger un principe de transparence des relations financières entre les budgets publics et les entreprises, non pour les fustiger, mais pour sortir de l'opacité, en quelque sorte. Donc là, ça renvoie évidemment très rapidement à des lois organiques complémentaires, hein, dont on peut proposer des contenus. Alors, pour finir, ma deuxième partie, je vais passer rapidement sur le premier point et puis davantage sur le deuxième. Une constitution répondant aux impératifs financiers contemporains. Un premier axe, programmer et hiérarchiser les priorités financières. On est en plein désordre financier. Le fait qu'il n'y ait pas de loi de programmation, on est bien d'accord, comme sa portée est très relative, bon, c'est déjà un premier problème. Mais le fait qu'on ait interclassé la réforme des retraites, comme si ça allait être un Eldorado financier. Bon, bref, on peut passer sur le sujet. Toutes les lois de programmation sectorielles qui se suivent ici, et je te rejoins amplement Stéphanie, pour être allé lire là aussi les propos du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, qui finit, alors qui regrette l'absence
de loi de programmation. Enfin, le Haut Conseil note que cette loi, donc conjointement aux lois de programmation déjà votées et au projet de loi de programmation militaire, contraindrait les autres dépenses du budget de l'État à partir de 2024. Celles-ci devraient ainsi baisser en volume pour respecter la trajectoire du projet de loi de programmation, ce qui impliquerait une maîtrise importante, à ce jour peu documentée, de la dépense, comme l'a mentionné le Haut Conseil dans ses avis précédents et sur la loi de programmation militaire. Bref, le Haut Conseil dit on interclasse des priorités financières, et moi j'ai le souvenir qu'en finance locale, on n'a pas le droit de faire ça. C'est strictement interdit. On a le droit de, voilà, il faut que la délibération budgétaire soit une délibération globale. Là, ça n'est plus le cas du tout. Bon, on arrive aux questions climatiques. Sur les questions climatiques, donc renforcer la loi de programmation. Je ne suis pas du tout, moi, favorable au fait de les évincer, mais au contraire de les réfléchir avec une ambition, des éléments d'information plus importants. Et puis, donc, l'urgence climatique. Alors, l'urgence climatique qui passe là complètement en dehors des radars hein, au plan constitutionnel. Bon, la charte de l'environnement 2004, alors je ne suis pas spécialiste de la jurisprudence constitutionnelle, j'ai jamais entendu les collègues dire qu'elle avait révolutionné la contrainte normative. Hein. Bon, donc ici, il faut s'atteler au sujet. Il y a un élément d'actualité qui mérite aussi attention, vous l'avez probablement entendu, hein, c'est le rapport qui vient de paraître sous la plume de Jean Pisani-Ferry et de Salma Mahfouz, inspecteur général des finances. On n'est pas voilà, hein, sur des tendances politiques voilà, extrêmes. Hein. On est très mainstream. Eh bien, que disent-ils, si vous n'avez pas perçu hein, leur point de vue? C'est que cette urgence climatique nécessite qu'on se saisisse des efforts financiers à réaliser, qui sont colossaux, que la dette publique doit servir à les financer, absolument, et qu'il doit y avoir de véritables réflexions sur le partage de cet effort financier et sur des nouveaux instruments financiers. Alors là, sur les nouveaux instruments financiers, beaucoup de propositions, mais de ce point de vue-ci, eh bien, considérant que tous les courants politiques actuels ne seront pas sensibles à cette priorité climatique, c'est déjà un petit peu compliqué avec les pratiques gouvernementales actuelles, et qu'il y a du déni climatique dans certains extrêmes, il faut absolument renforcer. C'est une urgence que de renforcer ici. Alors on peut y réfléchir de plein de façons. On a déjà beaucoup d'éléments disponibles. Les lois de programmation comportent une trajectoire de réduction voilà, sur les soldes, etc., donc liée à la soutenabilité budgétaire. On peut la sortir d'un article liminaire ou du même, mais dans d'autres composantes, sur la trajectoire de réduction en quelque sorte, des atteintes à l'environnement, je mets ça plus large. Apparemment, le ministre de l'économie et des finances actuel ne serait pas hostile à cette perspective, qu'il y ait une trajectoire financière qui se jouxte à celle des budgets carbone, mais d'étendre un petit peu cette démarche-là. Donc, renforçant la loi de programmation sur ces questions-là, ça c'est une piste. Systématisons les budgets verts. Certains collègues financiers m'ont dit parfois, les budgets verts, on s'en fout, personne ne les lit, personne ne comprend. Ben si. Voilà, moi j'en ai fait 4 heures en L2 cette année, en considérant que, ben évidemment, si tout le monde s'en fout, ça ne va rien donner. Hein. Mais en l'occurrence, non, on a une piste. Ce n'est pas idéal, mais il n'y a pas rien. Ça suscite, et si vous ne connaissez pas le think tank I4C, allez voir les travaux, ça suscite du débat sur la méthode, des contestations. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement stimulant, et on a là un vrai levier méthodologique. De grandes collectivités s'en sont déjà saisies. On peut tout à fait voilà, constitutionnaliser la méthode du budget vert, renvoyer à une loi organique le soin d'en mettre une partie, parce qu'à l'heure actuelle, dans la configuration du budget de l'État, il y a 3 choses un peu complémentaires, un peu différentes. Il y a effectivement la cotation et l'analyse d'impact des dépenses budgétaires sur l'environnement. Donc ça peut se retrouver dans tous les budgets, dans les grands budgets publics. Hein, on peut réserver ça aux grands budgets publics. La question du partage de l'effort financier, ça concerne finances publiques et finances privées, ça renvoie aux questions de dette publique, de dette privée, de dette écologique, ça pourrait figurer dans la loi de programmation, ça n'a pas besoin de se retrouver dans tous les budgets. Et la question de la fiscalité environnementale aussi, plus largement des financements, parce qu'il n'y a pas que la fiscalité dans les financements, et puis il n'y a pas que la fiscalité verte, hein, il y a évidemment d'autres réflexions en complément, ça pourrait se retrouver aussi dans une loi de programmation. Donc je pense qu'on peut redynamiser les lois de programmation, elles comportent
une dimension programmatique qui est très largement insuffisante, une dimension normative qui est elle aussi très insuffisante, parce qu'elle pourrait servir de levier aussi pour expérimenter en quelque sorte de nouvelles méthodes en la matière. Alors, évidemment, j'abuse, donc je n'évoquerai en dernier lieu que très rapidement une toute dernière proposition pour souligner que s'atteler à la question du défi climatique ne peut pas se faire au détriment des considérations sociales et économiques, et à l'heure actuelle, il me semble qu'il y a aussi un impensé qui mériterait réflexion dans la Constitution, c'est concilier les impératifs climatiques avec la préservation des services publics. Et oui, j'y suis attachée, moi aussi, voilà, aux services publics qui subissent à l'heure actuelle une mise sous pression financière considérable, et donc quelques propositions qui peuvent sembler éventuellement iconoclastes, qui consisteraient à ce que l'on définisse dans les lois de finances et dans les lois de programmation sectorielle des planchers de financement des services publics sur la base de nouveaux principes qui seraient des principes imposant à l'État, dans sa relation avec les autres administrations publiques et avec ses opérateurs, et nous, universitaires, nous voyons bien la portée que ça pourrait avoir, de principes de compensation financière des suggestions de charges de service public intégrales, compensation intégrale, et là on s'appuie sur évidemment les éléments qui existent en droit constitutionnel des finances locales, et également donc un principe de péréquation financière entre l'ensemble des administrations publiques. Bref, faire remonter dans la Constitution des éléments qui ne nous dispenserait pas d'une nouvelle rédaction de l'article 72.2 de la Constitution. Mais voilà, je ne vais pas m'y lancer là pour l'instant, mais de rappeler en tout cas la nécessité de renforcer le corpus constitutionnel pour répondre à des préoccupations qui, à l'heure actuelle, sont passées sous silence, alors qu'elles paraissent quand même assez essentielles. Bon, j'ai fini ce rêve, les yeux ouverts avec vous ce matin. Qu'en adviendra-t-il? Probablement pas grand-chose, mais au moins le plaisir d'y avoir réfléchi et de le partager avec vous. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a le faisable, et effectivement il y aura une dimension prospective qui pourra s'envisager sur certains points et pas sur d'autres, bien évidemment. C'est vrai que c'est parti partout. Tu as tout visité, tout un patchwork, etc. Vraiment très stimulant. Si on essaye effectivement de retomber sur nos pieds et de rester sur terre, je dirais qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, fruits de l'histoire, nous expliquent que, je pense par exemple à ta proposition pour l'article 40, nous prouve qu'il ne faut peut-être pas lâcher trop de lest non plus sur un certain nombre de sujets, au risque finalement de se retrouver à être en difficulté pour justement fixer nos priorités budgétaires. Et si la priorité budgétaire, ça doit être effectivement le climat, et effectivement les perspectives qui s'annoncent, c'est négatif sur le sujet, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui doivent non pas lâcher les brides, mais justement fixer un cadre juridique bien verrouillé sur le sujet. Je ne suis pas forcément favorable justement à ce que le Parlement puisse disposer d'une telle marge de manœuvre, et quand tu évoquais cette proposition, je me disais voilà, proposition, compensation, et finalement, est-ce que pas le risque d'une compensation qui serait finalement sur du terrain mouvement? On pense souvent au gage tabac, qui est généralement annoncé par les parlementaires. Je pense que si on allait jusqu'au bout de ta proposition, il faudrait justement s'assurer que la compensation soit effective et ne reste pas effectivement sur un terrain relativement mouvant. Par contre, là, je te rejoins tout à fait sur un point, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Les financiers, probablement, les constitutionnalistes également, la dimension justement climatique, elle n'est pas du tout perceptible, elle n'est pas du tout intégrée, mais je pense que ça renvoie plus largement à la réception par les citoyens même de cette urgence climatique, qui on le voit au quotidien dans les actualités, les urgences climatiques, elles ne sont pas du tout intégrées. Il y a une dimension personnelle qui est extrêmement importante, et finalement qui conduit à ce que, d'un certain point de vue, on va devoir être beaucoup plus coercitif si on veut que l'urgence climatique soit intégrée. Je ne sais plus qui le disait,
finalement, pour pouvoir préserver l'environnement, est-ce que c'est véritablement un régime démocratique qui est nécessaire pour le garantir? Parce qu'en définitive, les mesures à prendre sont tellement contraignantes qu'on imagine mal que la population française, que les représentants de la population et d'une manière générale de par le monde, que les populations acceptent justement ces restrictions importantes et les restrictions en termes de liberté qui s'imposeraient à eux. Oui, je t'en remercie, oui. Après, voilà, l'idée c'est justement là sur le volet climatique d'aller dans la démarche coercitive en amont, c'est-à-dire de dire aux autorités budgétaires en place, ça ne relève plus des arbitrages politiques, c'est une nécessité impérieuse. Et si je reprends un propos de constitutionnaliste, pour la continuité nationale. Parce que, enfin, moi, c'est ma conviction, c'est qu'on est là sur l'élément structurel, on n'est pas sur des choix. Après, il y a d'autres choix qui sont extrêmement difficiles à faire, on le voit bien à l'heure actuelle, hein, les politiques régaliennes sont mises en exergue. Bon, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. La réforme de la sécurité, sociale, les atteintes potentielles, voilà, à notre modèle de protection sociale, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, pour autant, je veux dire, on n'est pas sur des choix aussi structurels. Et il y a cette prise de conscience à l'heure actuelle, au moins dans un certain débat public, hein, de cette nécessité. Simplement, la laisser dans le champ des arbitrages budgétaires comme un arbitrage parmi d'autres, ben pour l'instant, on est en errance. On est en errance climatique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit des annonces gouvernementales de plans, hein, qui se conforment, parce que là aussi, n'oublions pas, c'est pour ça que je les mets sur un même pied, la soutenabilité budgétaire et la soutenabilité financière. Nous avons pris des engagements européens, nous avons des budgets carbone, nous avons une trajectoire qui se décline financièrement très facilement en efforts financiers, en partage de ces efforts financiers, et qui nécessite une réflexion sur les modes de financement. Donc c'est étroitement lié, et donc de mettre sur un pied d'égalité ces deux éléments-ci, me paraît être une façon de rétablir en quelque sorte, parce que incontestablement, si on ne tient pas compte de ces préoccupations financières liées à la soutenabilité environnementale, et de nombreux rapports le disent à l'heure actuelle, c'est la soutenabilité budgétaire qui sera aussi en cause. C'est-à-dire que la nécessité d'y consacrer des moyens colossaux va s'imposer, pas par l'adaptation, parce qu'on voit bien, c'est l'atténuation à l'heure actuelle qui est privilégiée, mais en disant, voilà, donc inverser cette logique-là pour au moins se dire qu'on réfléchit aux deux. Et ce n'est pas dette publique contre dette écologique, mais il y a des concepts à concevoir. Les économistes, les gestionnaires y travaillent de façon importante, les politistes aussi, je crois qu'il faut qu'on s'en saisisse. Hein, de ces conciliations. Ça ne peut pas être les finances contre le climat, ça ne peut pas être le climat contre le social, ça ne peut pas être sans l'économie, mais un peu de transparence là-dessus, un principe. J'ai une proposition de loi organique qui consistera à obliger le législateur à fixer la conditionnalité des aides aux entreprises, occasion manquée pendant la crise sanitaire. Hein. On a ouvert les vannes, parce que la dette publique actuelle, c'est quoi notre dette publique, notre endettement croissant? C'est le soutien accordé à l'économie au cours de toute... c'est pas le débat public déborde de mise en cause de la mauvaise gestion publique. La causalité première, c'est quand même bien ce soutien à l'économie qui est d'une utilité incontestable. On ne peut pas contester la nécessité du soutien à l'économie. Mais sans conditionnalité et sans qu'il y ait finalement de responsabilité dans les discours ultérieurs de ceux qui ont bénéficié de ce soutien et qui viennent dire après, mais vous êtes mal géré quand même, ce déficit il est insupportable, alors que la causalité elle est dans le soutien qu'on a apporté à l'économie. Donc je ne suis pas dans les oppositions, mais qu'on pose les choses et qu'on arrête sur ce discours de mauvaise gestion publique, la mise sous contrainte. Enfin, je veux dire, les universités, on se retrouve maintenant avec des contrats de performance, parce que la loi de règlement, elle n'intègre pas les résultats précédents, mais les indicateurs de performance qui tombent là sur les opérateurs publics, c'est bien ça. Hein. Les enveloppes budgétaires seront conditionnées aux résultats à l'avenir pour les universités. C'est ça ce qui tombe. Donc, on s'en fiche au niveau de la loi de règlement, mais par contre, on ne s'en fiche pas dans la mise sous contrainte des opérateurs. Donc si on ne pose pas des règles d'encadrement et de protection des services publics, je pense qu'on va aussi un peu dans le mur. Enfin, voilà, hein, j'avais la possibilité de vous dire ce que j'en pensais. Christophe.
Alors bon, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur régime pour organiser la contrainte qui garantirait la transition climatique. Et moi je crois que les régimes non démocratiques se fichent complètement de la transition démocratique. Donc on n'a pas trop le choix, c'est notre problème à nous et c'est à nous de l'endosser. Donc voilà, ne perdons pas, enfin, il y a une expression, le bébé avec l'eau du bain, enfin bref, dont je me rappelle plus très bien. Mais peut-être ce que j'entends aussi, c'est que, disons, le recours à un droit de la contrainte, ou un droit qui produirait des règles contraignantes, finalement, nous pose aussi problème, nous pose question. Et à l'ère du droit souple, moi je le comprends. Et effectivement, on a tous l'impression que c'est peut-être plus par des mécanismes incitatifs qu'on peut parvenir à beaucoup des objectifs que tu évoques. Et en tout cas, alors sans vouloir faire ici la synthèse de nos débats, ce que j'entends depuis le début ou presque, c'est qu'on a tous une espèce de regret qui concerne la loi de programmation des finances publiques. On a tous une frustration, on a des désirs à son égard, et c'est un instrument qui finalement ne répond pas à nos attentes. Et là, a fortiori, quand il est absent. Hein. Et je me disais, enfin c'est une piste peut-être, au fond, peut-être une des solutions serait peut-être pas constitutionnelle, mais serait peut-être finalement de détacher les lois de programmation, de les redétacher du TSCG, parce qu'après tout, elles devaient être versées dans le droit de l'Union. Enfin, le TSCG devait être versé dans le droit de l'Union, il ne l'a pas été, donc le sens de ce texte aujourd'hui, il est complètement abstrait. Enfin, d'autant plus qu'on est quand même très loin des circonstances qui ont justifié son avènement. Et donc, au fond, si on mettait un terme à ce TSCG, ce serait sans doute pas très compliqué, et ça nous permettrait d'affranchir les lois de programmation des finances publiques de ce cadre qui est la duplique du pacte de stabilité et de croissance, qui est voué d'ailleurs à connaître d'autres évolutions. Donc, récupérons les lois de programmation pour en faire l'instrument qui nous fait défaut, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement l'instrument du gouvernement des finances publiques par référence au solde structurel, quelque chose qui pose problème, parce que le solde structurel, c'est pas une réalité qu'on constate, c'est une construction qui se fait ici à la direction du Trésor. Personne n'est d'accord, ça oblige à la multiplication des normes, et des objectifs, et des indicateurs, et des outils de pilotage, et récupérons la loi de programmation des finances publiques pour en faire peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une piste que je te soumets, que je vous soumets. Merci, oui, et je vais tout à fait dans ton sens, alors avec un léger bémol, c'est-à-dire que j'ai une proposition concrète aussi qui consiste à instaurer un calendrier d'adoption et à introduire le concept de loi de programmation en continu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours une loi de programmation et y veiller avec un calendrier qui pourrait y correspondre, mais sans le décorréler complètement des questions européennes, parce que là, c'est peut-être ma faille, mon principe de réalisme, c'est la contrainte européenne, et bon, je suis plus favorable à l'évolution des politiques européennes qu'au fait de se détacher évidemment de la construction européenne, et de sorte que ça pourrait conduire à imposer cet exercice au printemps, c'est-à-dire au moment du semestre européen, et de dire, voilà, ces lois de programmation, leur place n'est absolument pas en fin d'année, elles sont en amont. Si on veut qu'elles deviennent à la fois des lois cadres, pour reprendre la proposition initiale sur la programmation pluriannuelle à plus long terme des finances publiques, et qu'elles deviennent des lois pivots, des lois sectorielles, des lois de programmation sectorielles, il faut les mettre en amont. Il faut les systématiser. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bien, je crois que donc, je vais stopper les débats parce que je pense qu'on peut y passer de toute façon plusieurs heures, voire plusieurs journées. Merci à tous, merci aux organisateurs, merci à l'assistance logistique assurée par Magdalena et Valentin. Sans eux, rien ne serait possible. Merci en tous les cas à nos brillants orateurs qui nous auront fait penser à autre chose, pour moi en tous les cas, je peux vous dire. Et puis merci aux étudiants qui sont là, qui sont restés, et merci aux doctorants. Et puis écoutez, on recommencera.